Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, direction Bilbao, avec une écrivaine d'une sensibilité rare. Nous serons en compagnie de Maria Larrea. Des quartiers où elle passait ses étés jusqu'au musée Guggenheim, elle partagera avec nous son histoire qui a percuté celle de l'Espagne. Car comme beaucoup de ses compatriotes, elle fait partie de ce qu'on appelle les bébés volés de la dictature. Voilà l'une des plus belles baies du monde, une sorte d'amphithéâtre tourné vers la mer. Nous irons ensuite à Alger. Cette ville, ouverte sur la Méditerranée, a longtemps été convoitée par les puissances étrangères. Mais l'Algérie compte bien faire de sa capitale une métropole incontournable d'ici 2030. Nous verrons ça dans l'héritage. Connaissez-vous le secret d'un couple qui dure? Il se pourrait qu'en Albanie, ça passe par les poivrons farcis. Dans une demi-heure à peine, nous régalerons nos papilles avec cette recette traditionnelle. Des poivrons verts remplis d'une farce faite de riz et de poivrons rouges. Enfin, en Pennsylvanie, on aura rendez-vous avec Jan Lewan, le Bernard Madoff de la polka, aujourd'hui repenti. Vous verrez comment il a longtemps financé sa tournée avant de se faire pincer en 2004. Disons qu'il l'a fait de manière inattendue. Pas question de tricher dans la devinette. Aujourd'hui, elle nous emmène dans le sud de la France, en Lozère. Ce désert hyper minéral, c'est le Cosméjean, un plateau calcaire spectaculaire que certains s'amusent à escalader. Un univers de pierre en surface, et pourtant à la fin du 19e siècle, le Cosméjean est devenu le berceau de la spéléologie moderne. À votre avis, comment ? Je vous laisse réfléchir, mais avant de vous donner la réponse, on va rejoindre tout de suite l'écrivaine Maria Larrea à Bilbao. Cette ville l'a vue naître en 1979, et peut-être bien renaître 27 ans plus tard. Bilbao me hante, c'est certain. Bilbao m'appelle, c'est sûr. J'ai besoin de revenir de temps en temps pour parcourir ses rues, sentir sa chaleur humaine, qu'on m'appelle cariño quand j'achète des fruits et des légumes, et d'avoir, regardez, il est généreux, non? Il fait une éclaircie pile quand je lui dis du bien de lui. Si l'écrivaine Maria Larrea revient sans cesse à Bilbao, c'est parce que c'est la ville matrice, celle de son histoire et de son premier roman publié en 2022. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent est un succès public et critique immédiat. Une fiction autobiographique qui explore les enfances meurtries de l'Espagne franquiste et les secrets de famille inavouables. Pour celle qui est née en 1979 à Bilbao, mais qui a grandi à Paris, les gens de Bilbao naissent où ils veulent et surtout une double déclaration d'amour. À des parents qui l'ont choyé malgré des histoires de vie cabossées, et à ce Bilbao de l'après-guerre, noir de la suie des hauts fourneaux qui se cherche, comme elle, un nouveau destin. J'inventerai mon histoire, car les gens de Bilbao naissent où ils veulent, dit le dicton. Ils soulèvent des pierres, tronçonnent des arbres. Ils sont plus forts que les actes de naissance, les Basques. À 27 ans, Maria Larrea, apprentie cinéaste tout juste diplômée d'une prestigieuse école, découvre qu'elle n'est pas la fille de ses parents. Lorsqu'elle les confronte, il lui avoue qu'elle a été adoptée. C'est le début d'une enquête de presque 20 ans pour retrouver sa famille biologique. Elle débute dans le quartier de San Mamés, à la Maison de la Miséricorde, l'institution où son père adoptif, Julián, a grandi. Car Maria Larrea n'est pas la seule enfant meurtrie de cette histoire. C'est ici que mon père a été confié lorsqu'il était enfant par sa mère, dont j'ai fait un portrait assez acide dans le roman. C'est une femme qui tombe enceinte d'un de ses clients, parce qu'elle était prostituée ici à Bilbao dans les années 40. Elle est venue vraiment très très peu de fois lui rendre visite. Il s'est senti vraiment sans famille. Mais je pense que c'était très difficile d'être une femme à Bilbao en 1947. Une femme avec peu d'argent, peu d'éducation.
C'était aussi ça que je voulais raconter, la condition de la femme au XXe siècle, la condition de la femme en Espagne, la condition de la femme sous la dictature. Enfin, tout ça, c'est des poupées russes de l'enfer, quoi. Sa mère adoptive, Victoria, née en Galice à 500 km de Bilbao, est elle aussi une enfant placée. Elle aussi grandit dans un couvent avant d'être récupérée à l'adolescence par sa famille. Mais violée par son père, elle cherche à se libérer de son emprise en épousant Julián. C'est un panorama assez complexe et des thématiques assez lourdes que j'aborde et je ne pouvais pas ne pas les aborder. La violence faite aux femmes à ce moment-là et la thématique de l'inceste. De cette douloureuse histoire familiale, ses parents ne lui racontent que quelques bribes. Alors l'écrivaine traque sur place à Bilbao les indices qui lui permettront de combler les vides. Je voulais comprendre quelles avaient été leurs existences en Espagne pour comprendre ce pays qui était encore très opaque. Il a été important pour moi de réinventer, d'exorciser ce passé en le transformant et en essayant d'imaginer quelles avaient été leurs existences d'enfants dans ces institutions, etc. Je cherche des photos de Julián. Parce que grâce à ICIAR qui travaille ici à la Miséricorde, il y a des archives comme des sortes d'almanachs, des journaux que tenait l'institution. Je ne pensais pas du tout pouvoir, enfin c'est vraiment un moment assez dingue. On voit leur tournoi de foot, l'équipe de foot locale, on voit les sorties scolaires. L'équipe rouge et blanc faisait la joie de tous les garçons. Le ballon rond et les chants des fanatiques avaient plus de pouvoir sur les morveux que n'importe quelle menace divine. Les frères de Saint-Ignace avaient aussi leur penchant pour le football et fermaient les yeux sur les gamins qui regardaient les rencontres depuis leur chambre. Et mon père me racontait comme il était heureux, malgré cette misère affective d'enfants abandonnés, de pouvoir voir les matchs de foot gratuitement depuis les chambres des copains. Lors de cette enquête familiale qui semble infinie, Maria Larrea découvre comment son histoire personnelle percute celle de l'Espagne franquiste de l'après-guerre. Elle est l'une de celles et ceux que l'on appelle les bébés volés de la dictature. Pendant près de 40 ans, 300 000 enfants sont enlevés à leurs parents, puis placés, donnés, vendus à des familles adoptives. Un système qui commence pendant la guerre civile et se poursuivrait jusqu'aux années 90, bien après la mort de Franco. Tout avait commencé avec les républicaines enceintes, emprisonnées pendant la guerre civile. Elles avaient donné de la suite dans les idées aux tortionnaires franquistes qui, sous couvert de morale chrétienne, planqués dans les ténèbres de l'Opus Dei, se mirent à leur prendre leur progéniture. Bilbao était aussi connu malheureusement pour ses grossesses cachées dans plusieurs appartements. Il y a eu beaucoup de cliniques où il y a eu ces accouchements de filles qui venaient cacher leur grossesse et ensuite accoucher dans les cliniques. Et en fait, tout est une histoire d'argent. Tout a été en fait un commerce de bébés. Je voulais mettre un coup de pied dans la fourmilière, de casser quelque chose. Je savais que j'allais toucher un matériau un peu brûlant, Je savais que ça allait être âpre, je savais que ça allait être dur. Et affronter ce passé qui m'avait été, tu. Pour ces enfants abandonnés par leur mère patrie, pas d'autre solution que d'émigrer, s'inventer une histoire ailleurs. Dans les années 70, Julián et Victoria trouvent un emploi à Paris comme gardiens et femmes de ménage dans un théâtre des grands boulevards. Mais l'enfant tant attendu ne vient pas. On leur propose d'adopter une petite fille à Bilbao. La famille enfin constituée y revient tous les étés dépenser l'argent durement gagné le reste de l'année. Économe, elle rêvait de s'acheter sa maison en Espagne, son désir secret. Elle voulait de la lumière, un grand soleil qui le chaufferait, qui pourrait brûler les draps blancs étendus à la fenêtre, bronzer sa peau et griller l'amertume des petits drames de sa vie. Exaucant le rêve de sa mère, les parents adoptifs de Maria Larrea s'offrent un appartement dans l'un de ces nouveaux quartiers qui poussent alors comme des champignons à la périphérie de Bilbao. C'est le quartier de Irala Barri. C'est un quartier où habitaient les ouvriers, et notamment ici dans les petites maisons anglaises. C'était les ouvriers d'une usine à pain.
Et c'était un quartier où ça sentait très très fort le pain. Ça reste profondément ancré à gauche, populaire, très familial. Même les classes aisées et les classes populaires continuent à se mélanger. Il n'y a pas de snobisme dans la ville. Je pense qu'elle est très fédératrice. Quand j'observais mon père arriver à Bilbao, j'avais l'impression de voir une vedette de cinéma. Il portait ses plus beaux polos, des chemises Lacoste neuves, ses poches étaient pleines de billets, des centaines de francs qu'il changeait contre des milliers de pesetas. Une année de travail se transmutait en restaurants, côte de bœuf, glace et cadeaux. On vivait là comme des riches. Et on revenait à chaque fois dans les endroits un peu mythiques de l'enfance de mon père, et notamment ici au Café Iruña. C'est très important de manger à Bilbao. On mange plusieurs fois par jour, on ne respecte absolument pas les 3 repas. Il va y avoir l'almuerzo, la merienda, etc. Et il y a un vrai rapport social à la nourriture. Les gens se retrouvent à 11h entre le petit-déj et le déjeuner pour manger los pinchos, un pincho de tortilla avec un jus d'orange, un café. Et c'est un moment de sociabilité hyper important ici. Il y a le rapport avec les plaisirs de la chair et ces gens qui manquaient de temps et d'affection, etc., ont le plaisir de la nourriture. La nourriture, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien. On peut se réjouir de si peu. Pour cette famille de déracinés, les étés à Bilbao permettent d'alimenter la mythologie familiale, avec le Pays basque comme seul dieu. Ma mère rapportait des images pieuses et de la charcuterie sous vide. Mon père, du merchandising de séparatistes. Le Pays basque, pour les Basques, était son mantra. Lui, l'immigré qui habitait Paris et buvait du Bordeaux dans un restaurant grec tenu par des Égyptiens. Il voulait incruster dans ma cervelle cette fierté de l'appartenance. Tu es basque, tu n'es pas espagnol. Quelque chose lui manquait. Il avait grandi sans père, il avait grandi sans mère. Quelque chose lui manquait et je pense que cet attachement, ce nationalisme, où il y a une identité quand même forte avec les bérets, la langue, la musique, lui vient peut-être de ce manque-là. Et peut-être aussi une forme de rébellion face à l'autorité également, que ce soit l'autorité religieuse, l'autorité de l'État. Cette ville était sa seule planche de salut. Ça a été vraiment pareil pour moi de me dire qu'elle était là, mon identité. Donc je crois que c'est un peu mon 3e nom de famille, Bilbao. À chacun de ses voyages, Maria Larrea fait halte au musée Guggenheim. Inauguré en 1997, il incarne la capacité de Bilbao, laminée par la crise sidérurgique, à se réinventer en capitale culturelle. C'est quelque chose qui est sur le bord de la Ria del Nervión, comme ça, qui est comme un phénix qui renaît de ses cendres. À nouveau, les Basques pouvaient lever le menton et être à nouveau fiers de leur ville. C'est très émouvant. À chaque fois que je reviens au musée Guggenheim, quelle que soit l'exposition temporaire, la première chose que je fais, c'est venir voir Richard Serra, Matter of Time. Et à chaque fois, j'ai des frissons qui me parcourent. Je repensais à Matter of Time, la matière du temps, l'œuvre de Richard Serra, salle 104 du musée Guggenheim de Bilbao. En marchant dans le circuit de plaques d'acier massives de façon aléatoire, dans cette boucle d'acier rouillé, je voulais croire à une renaissance, à mon propre accouchement. Est-ce que ma recherche, c'était du temps perdu? Devais-je renoncer à mener cette quête? Le titre de l'œuvre, c'est une histoire de temps, c'est une question de temps. Comme mon enquête qui a duré 17 ans, une enquête sur les origines. C'est exactement ce que je ressens quand je traverse toutes ces plaques. J'ai l'impression d'être dans un giron, de passer d'un giron d'une femme à celui d'une autre. Je pense qu'on peut tous ressentir de façon très intime et très forte cette œuvre à chacune des épreuves de la vie qu'on peut traverser. L'œuvre est tel un labyrinthe, mais qui donne toujours une porte de sortie. Il y a énormément d'espoir. Il y a toujours un sentiment de délivrance. Au bout de sa longue quête,
Maria Larrea fait la connaissance de sa mère et de ses sœurs biologiques. Des retrouvailles qui lui apportent une forme d'apaisement, mais confortent en même temps le lien avec ceux qui l'ont élevée. On parle de racines, de la nécessité de s'ancrer. Mais ce jour-là, je me sens légère comme un oiseau qui s'envole. Je suis libre, libérée des attaches, d'une dette mystérieuse envers toutes ces parentèles, subies, perdues ou retrouvées. On retourne sur le parvis du musée Guggenheim à présent où se trouve un chiot. La sculpture d'un chien fleuri appelé Puppy. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Il s'appelle Puppy. Il est un peu le gardien du musée Guggenheim à Bilbao. Un gardien impressionnant. 15 tonnes, 12 mètres de haut, mais pas méchant. Puppy est la plus grande statue florale au monde, composée de bégonias, de pensées, de lierre ou d'œillets d'Inde. Attention, chien fleuri. Puppy est l'œuvre de l'artiste Jeff Koons, inspiré par son propre toutou, un West Highland Terrier qui, en vrai, ressemble à ça. L'intérêt de ce Puppy-là, c'est qu'on n'a pas besoin de le sortir pisser matin et soir, et parfois plus. En revanche, il faut quand même penser à l'arroser tous les jours. Et aussi changer les fleurs 2 fois par an, et je peux vous dire que ça prend du temps, vu que la statue se compose de 38 000 plantes. Mais Puppy n'est pas le seul chien assis sur une place espagnole. Rufo, à Oviedo, est la reproduction d'un vrai chien nourri par les habitants de la ville. À Valence, la statue nommée Callejeros, qui veut dire errant, interpelle sur ces chats et chiens des rues. À Barcelone, vous pouvez voir El Perro Abandonado, le chien abandonné, et en Espagne, ils sont nombreux. Chaque année, la fondation Affinity, qui lutte pour la protection animale, publie un rapport sur la question. En 2024, par exemple, chaque jour, 800 chiens et chats ont été recueillis par des refuges. À l'année, ça fait plus de 292 000 animaux de compagnie laissés sur la route par leurs propriétaires. Ce qui fait du pays l'un des plus mauvais élèves de l'Europe. Et encore, selon la Fondation, les chiffres sont plus élevés car elle ne prend en compte que les animaux qu'elle récupère. Ils sont pourtant un peu plus petits que le Puppy de Jeff Koons et vachement plus affectueux. Vous êtes nombreux à m'écrire depuis l'Algérie. Eh bien, aujourd'hui, on part à Alger. Une capitale qui a beaucoup d'atouts pour devenir une reine de la Méditerranée. Regardez. Avec ses 30 km qui forment un demi-cercle presque parfait, la baie d'Alger est considérée comme l'une des plus belles du monde. Surnommée Alger la Blanche, la capitale se déploie en amphithéâtre face à la Méditerranée. La Médina, le front de mer colonial et les quartiers modernes s'entrelacent et composent un kaléidoscope d'architecture qui retrace l'histoire du pays. Les Algérois vouent une affection particulière à leur baie. Longtemps, ils ont dû se contenter de contempler la mer sans y avoir accès. Cette époque appartient désormais au passé. Alger veut s'imposer comme une grande capitale méditerranéenne à l'horizon 2030 et la reconquête de sa baie occupe une place centrale dans son projet de modernisation. La baie d'Alger ne laisse pas indifférent. La baie d'Alger dégage beaucoup d'émotions, son relief, son architecture et surtout sa lumière, qui a inspiré tant de poètes, tant d'écrivains, tant de peintres. Donc la baie d'Alger, c'est tout ça. C'est un appel au rêve, c'est un appel à la création. J'ai pratiqué mon métier d'architecte pendant une vingtaine d'années. Et cette colline, avec ses dizaines de milliers de fenêtres qui donnent sur ce paysage grandiose, m'a donné l'opportunité de réconcilier deux notions qui ne font qu'une en réalité, l'art et l'architecture. Le quartier de la Marine, que les Algérois appellent l'Amirauté, constitue le cœur névralgique de la ville. On est dans la partie du quartier de la Marine.
un espace assez important pour de la ville d'Alger puisque c'est le noyau de sa fondation. Juste derrière nous, on a le fameux port d'Alger où tout a commencé. Alors tout a commencé puisque Alger en arabe vient du mot Al-Jazair qui signifie littéralement les îles ou les îlots. Donc là, on est au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la naissance d'Icosium. Icosium qui signifie littéralement île aux mouettes. Et cette île aux mouettes, c'était là. Ces mouettes, protectrices de la ville, sont les témoins depuis des millénaires de l'histoire entre Alger et sa baie. Une histoire complexe, faite de conquêtes et de résistance. La mosquée Jama' al-Jadid, également appelée mosquée de la pêcherie, veille paisiblement sur la baie d'Alger. Là, juste derrière nous, on a le Jama' al-Jadid. Jama' al-Jadid qui a été construit en 1660. Donc elle est là pour protéger un peu les pêcheurs et la place depuis presque 4 siècles. Cette place, appelée Sahat Chouhada, ou place des martyrs, est un lieu de mémoire emblématique de la capitale. Ça a toujours été ce balcon, ce belvédère qui s'ouvrait sur le port d'Alger. Et là, on a pas mal de témoins, de monuments datant de l'époque coloniale, de l'époque de la Régence médiévale et avant, qui un peu retracent presque 2500 ans de l'histoire de la ville d'Alger. Située au pied de la Casbah d'Alger, cette place historique s'impose à la fin du XIXe siècle et pendant plus de 100 ans de colonisation française comme une frontière entre les quartiers européens et musulmans. On peut dire que cette place, elle a été quand même témoin de toutes les transformations et grands bouleversements de la ville d'Alger, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Ce bas de la Médina, c'était le poumon économique de la ville d'Alger. Dans cette place se dressaient pas moins de 40 souks historiques. Et c'était là où il y avait les maîtres artisans, donc les orfèvres, la soierie, etc. Alors malheureusement, durant l'époque coloniale, on va détruire tout ça. C'est au cœur du pouvoir politique et économique algérois que le choc s'opère. Souks, bazars et palais sont détruits pour aménager cette place. Baptisée alors place du gouvernement, elle raconte l'histoire d'une appropriation culturelle. Beaucoup d'Algériens ne connaissaient pas l'appellation place du gouvernement. Parce qu'en fait, les Français, ce qui était assez connu aussi, populaire dans cette place, c'était la fameuse statue du duc d'Orléans qui trônait ici. Et donc pour les Algériens, c'était place Laoud. Laoud, ça signifie le cheval. Le cheval, donc en référence à la statue du duc d'Orléans qui était assis sur son cheval. Après l'indépendance, première chose, ça a été déboulonné. Et aujourd'hui, il est à Neuilly-sur-Seine, à Paris. 1962, en hommage aux martyrs de la révolution algérienne et de 132 ans d'occupation, on va comme premier acte politique rebaptiser cette place du gouvernement en place des martyrs. Au lendemain de l'indépendance, le réaménagement et la réappropriation du littoral deviennent des enjeux à la fois politiques et identitaires. À quelques mètres de là, le front de mer de style haussmannien avait été conçu comme la vitrine de l'empire colonial. Dominant le port et la gare, ce boulevard emblématique a largement contribué à forger le surnom d'Alger la Blanche. Là, on est dans le boulevard Front de Mer. C'est un peu la façade principale de la ville d'Alger. Donc c'est là où on a pas mal d'administrations, pas mal d'infrastructures importantes. Donc on a la Huila d'Alger, on a l'Assemblée populaire, on a l'Assemblée de la Nation, on a la Banque nationale d'Algérie. La création de ce fameux boulevard Front de Mer va commencer dans les années 1860, inauguré en première partie avec la présence de l'impératrice et de l'empereur, et fini en 1871. Et dès qu'on vient par mer, on est frappé par le décor d'Alger. Là, cette histoire, c'est un peu comme faire un décor de cinéma. On va redécorer l'Alger, on va donner un aspect français, un aspect tout à fait nouveau. La basse Casbah, qui occupait l'ensemble des parties basses de la ville, est détruite, brisant durablement le lien des Algérois avec le littoral. La Médina d'Alger, alors elle descendait depuis sa Casbah, dans sa citadelle, jusqu'à épouser la mer. Donc il y avait une connexion directe entre la mer, la baie et la Médina.
Les Algérois étaient très liés à leur port, étaient très liés à leur baie, c'était les marins, etc. Et ce boulevard Front de Mer, il va être comme un rempart. On va créer le tout nouveau centre-ville européen, cacher la médina d'Alger, cette médina un peu plus haut, qui était presque un ghetto. Donc ce qu'on appelle par la suite le quartier indigène qui deviendra quartier de la Casbah. Et ce port d'Alger, ce front de mer, ça va être l'espace où on va, en ramenant donc, les matières du pays, enfin de toute la colonie, pour enrichir la France métropolitaine. C'était un peu pomper les richesses du pays et c'était à travers d'Alger que sortait tout ça. Après 132 ans de colonisation et 7 ans d'une guerre sanglante pour arracher son indépendance, Alger devient dans les années 60 la capitale d'une jeune nation portée par une idéologie sociale et révolutionnaire. La ville se transforme alors en terre d'accueil pour de nombreux mouvements de résistance à l'oppression coloniale ou raciale, apportant son soutien à des figures telles que Nelson Mandela ou encore aux Black Panthers dans leur lutte. Le nom de ce boulevard, devenu boulevard Che Guevara, constitue une sorte de pied de nez à l'impérialisme. Il incarne à la fois un symbole fort et un souvenir marquant, celui d'une époque où Alger la Blanche s'est muée en Alger la Rouge. Il faut savoir que Alger, durant les années 60-70, elle va accueillir pas mal de, on va dire, révolutions d'un peu partout dans le monde. On va jusqu'à l'appeler Alger Mecque des révolutionnaires. On est dans cet Alger qui soutenait les causes de libération un peu partout, contre les colons, etc. Et donc, pas mal de personnalités et de figures de mouvements anticolonialistes vont y passer, et notamment donc, le fameux Che, à laquelle le boulevard, histoire de d'effacer ce passé colonial, va être baptisé en son honneur. Après 2 siècles de séparation, les Algérois renouent aujourd'hui avec leur baie. En contrebas, sur l'ancien port commercial, de nouveaux espaces de villégiature et de plaisance voient le jour, grâce à la démolition des entrepôts et à l'ouverture partielle de la pêcherie au public pendant les travaux. À l'entrée, les visiteurs sont accueillis par les belles de la pêcherie, 2 statues de bronze du 19e siècle devenues emblématiques. Pour qu'Alger retrouve son prestige d'antan d'ici à la fin de la décennie, architectes et urbanistes redessinent le littoral et réinventent l'identité architecturale de la ville. Sur la partie est de la baie, dans le quartier très urbanisé de Mohammedia, la grande mosquée d'Alger, Jama' al-Jazaïr, inaugurée en février 2024, s'impose comme un symbole de cette reconquête. Cet endroit n'a pas été choisi fortuitement. Il a été bien réfléchi pour que la mosquée d'Alger soit ici et pas ailleurs. Parce que le projet de christianiser l'islam, les musulmans, les terres de l'islam, ça a commencé par cet endroit. C'est dans ce quartier qu'ont été édifiées les premières églises au début de la colonisation française, dans les années 1830. Au lendemain de l'indépendance, il est renommé El Mohammedia, en hommage au prophète Mahomet. Il y avait une église qui a été démolie. C'est vrai que ma génération n'a pas assisté à la démolition de ces endroits. Mais bon, la réflexion, c'était d'éradiquer les traces du projet christianisant, accompagné de la volonté des décideurs algériens de gommer tous les vestiges du colonialisme. Son architecture imposante a été conçue à la fois pour convoquer le passé arabo-musulman de l'Algérie et pour incarner la mosquée du XXIe siècle. Avec ses 27 hectares, Jama' al-Jazaïr se classe parmi les plus grandes mosquées du monde, juste après celles de la Mecque et de Médine. Elle peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles. C'est un grand espace immense, on s'y perd là-dedans. Ça ressemble à une ville. En arabe, le mot mosquée est un ensemble d'institutions où le cultuel est présent, le scientifique est présent et le message religieux dans sa globalité est aussi présent.
un message de l'islam actuel. L'islam rassembleur, l'islam modéré, l'islam, je dirais, savant, c'est-à-dire le savoir dans son intégralité. Pour diffuser et ancrer durablement ce message, la mosquée s'est dotée d'une université qui a accueilli sa première promotion de doctorants en 2024. On y enseigne les sciences islamiques, la psychologie, l'économie, les mathématiques, l'intelligence artificielle. La nouvelle génération a ce souci d'aller vers l'avenir. C'est une volonté de rayonnement international. Le pays a mis le paquet pour qu'une telle chose soit réalisable. Son minaret, le plus haut du monde, s'élève à 265 mètres et offre une vue panoramique saisissante. Visible depuis toute la ville, il s'est imposé comme l'un des nouveaux gardiens de la baie d'Alger. En participant à sa transformation, il prolonge le récit d'une histoire millénaire. On quitte la baie d'Alger pour nous rendre maintenant en Albanie, à Pogradec, une ville qui se trouve au bord d'un des plus vieux lacs du monde, le lac Ohrid. Mais je ne vous emmène pas là-bas pour pêcher la truite. Nous, on va rejoindre Nedjmiye et son mari. 2 tourtereaux qui vont faire saliver nos papilles. On y va. Ferme le portail. Ou tu restes ici? Oui, je reste dans le coin. Mais tu as ton téléphone? Les poivrons farcis, c'est une recette albanaise. Et nous, les vieux, on la prépare de façon traditionnelle. À vrai dire, de nos jours, certains la préparent avec de la viande hachée. Mais moi non. Je fais toujours la recette végétarienne. J'ai choisi cette recette parce que mon mari l'aime beaucoup. Nous aurons besoin notamment de gros poivrons verts à farcir, mais aussi de poivrons rouges qu'on hachera pour les mélanger au riz, ce qui constituera la farce. Viens, tu nous as laissés enfermer dehors. Ah, j'arrive. Mon mari est allé dans un bar. Je l'ai appelé pour qu'il vienne nous ouvrir. Tu seras puni. Je t'avais prévenu pourtant. Mais vous avez fait vite. On n'en avait pas pour longtemps. La première étape de cette recette, c'est de nettoyer les ingrédients. On prend le riz, on le nettoie et on lave aussi les poivrons. On va d'abord faire revenir un peu les poivrons à farcir dans une poêle. Car si tu les mets dans le plat qui va au four directement comme ça, ce n'est pas bon. Ça permet de les pré-cuire, sinon ils ressortiraient crus. Et leur donner une rapide cuisson comme ceci, ça les rend bien meilleurs. Le poivron vert est le meilleur, selon moi. Il y a donc le poivron vert qui sera farci et le poivron rouge qui servira à farcir. Maintenant, nous allons ajouter de l'huile. Puis, nous mettrons le riz. On fait revenir un peu, on ajoute de l'eau et lorsque ça bout, la farce sera prête pour nos poivrons. Oui, il faut continuer de s'aimer. D'autant plus maintenant que nous sommes vieux. On a besoin de s'aimer encore plus. Ça fait 50 ans. Non, nous sommes mariés depuis 1972. Fais le calcul, on avait 28 et 25 ans. Ça fait 53 années de mariage. Le riz est maintenant cuit et je l'ai étalé dans le plat. Nous allons commencer à farcir les poivrons avec le riz, puis je les disposerai aussi dans le plat. Je coupe les poivrons dans le sens de la longueur. C'est ma technique à moi. Selon les goûts, on peut retirer les graines ou pas, ça dépend. Et voilà, c'est farci. Il ne faut pas mettre trop de farce car le riz va encore cuire, donc il va continuer à gonfler et ça peut déborder du poivron. Quelques cuillères seulement.
Tu as amené le vin, Di? Évidemment. Très bien alors. On va d'abord se mettre à table tous les deux. Va donc chercher une bouteille. Elle est déjà ici, la bouteille. Très bien, alors il faut la mettre sur la table. Le vin, c'est moi qui l'ai fait. Le raki aussi, c'est toi. Oui, le raki aussi, c'est moi qui l'ai fait. Et il est bio. C'est délicieux. C'est très bon. Elle cuisine comme ça tous les jours. Nous avons la chance d'avoir de la viande tous les jours, mais aussi des haricots blancs ou du pasterma, par exemple. Nous vivons confortablement. Allez, je vais glisser un peu de polka dans vos oreilles pour accompagner notre nouveau voyage en Pennsylvanie. De la polka aux États-Unis, c'est assez inattendu en effet. Les États-Unis ont vu naître des rois et des reines de genres musicaux. Jimi Hendrix pour le rock, Nina Simone pour le jazz. Et voici Jan Lewan, le roi de la polka. Un roi au destin hors du commun qui fit rimer accordéon et prison. Tout commence dans une petite ville de Pologne. Jan Lewan, né en 1941 pendant l'occupation allemande, grandit marqué par les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Il trouve refuge dans la musique. Virtuose de l'accordéon et du piano, le petit Jan s'imprègne des chansons folkloriques traditionnelles. Il se produit sur les petites scènes, tout en rêvant des grandes. Le reste, c'est lui-même, à 84 ans, qui nous le raconte. Mon père, comme tous les autres Polonais, écoutait Radio Free Europe. C'était diffusé ici et enregistré à Washington, D.C. En écoutant, je me disais que tout ce que je voulais, c'était vivre en Amérique un jour. Jan Lewan part tenter sa chance aux États-Unis en 1972. Sans un sou, à 31 ans, il vit de petits boulots. Un impresario lui propose un marché. Je ne parlais pas anglais et il m'a donné un travail dans une station-service. Et le soir, je jouais du piano dans son petit restaurant. Et puis dans des hôtels pendant 6 mois de l'année au Canada, de Montréal à l'île Victoria. La popularité du musicien grandit concert après concert. Dans les années 80, Jan Lewan devient le leader du Jan Lewan and His Orchestra, qui joue de la polka mélangeant des airs folkloriques polonais avec des influences pop américaines. J'ai acheté un minibus pour tous mes musiciens. On voyageait dans tout le pays. Las Vegas, le Canada, partout. À la fin des années 80, Jan Lewan est une star. Le petit Polonais côtoie maintenant Trump, Bush et même un compatriote, le pape Jean-Paul II. En 1995, c'est la consécration. Il est même nommé pour un Grammy Award, catégorie meilleur album de polka. Si la notoriété est au rendez-vous, la fortune espérée ne l'est pas. Chaque soir, c'est tout un orchestre d'une quinzaine de personnes à payer. Lewan finit par s'endetter. Alors, pour soutenir le groupe et son magasin, il a une idée. Il approche des investisseurs. En échange de leurs contributions, il leur promet des rendements de 12 à 20%. Alléché par ces retours inespérés, les chèques à l'ordre du sympathique chanteur se multiplient. 5 000, 10 000, 50 000, 100 000. C'était trop beau pour être vrai. Quand je suis allé voir mon avocat avec mon comptable, 2 jours plus tard, il a dit que tout était parfait. Mais il a oublié un petit détail. Il fallait que je déclare tout ça.
Mais comme il m'avait dit que tout était OK, je me suis mis à faire de la pub partout dans les journaux. Tout allait bien. Tout va bien, Lewan compte 400 investisseurs dans 21 États. Seul bémol, le chanteur se sert des versements des uns pour rembourser ceux des autres. Un système totalement illégal aux États-Unis, qu'on appelle la pyramide de Ponzi. En 2000, la crise économique frappe le pays. Les rentrées d'argent diminuent, les remboursements de Ian prennent du retard et les investisseurs s'impatientent. Et bientôt, une tragédie frappe l'artiste. En pleine tournée, un de ses musiciens s'endort au volant. Il s'est endormi vers 4 heures du matin. Il a heurté la glissière de sécurité entre les autoroutes à 120 km/h. Le bus s'est retourné. 2 musiciens ont été tués et j'ai vu mon fils allongé par terre. Moi aussi, j'étais blessé. Et là, c'est la spirale infernale qui commence. Le groupe est en deuil. Le fils de Ian est entre la vie et la mort. Mais le coup de grâce arrive 3 ans plus tard. Après de nombreux avertissements du FBI, Ian Lewan est arrêté. C'est la fin de sa pyramide de Ponzi qui a englouti pas moins de 5 millions de dollars. Il est condamné à plus de 5 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Mais il en faut plus pour accabler notre optimiste invétéré. Depuis sa cellule, il compose un nouveau morceau. À mi-chemin entre sa polka et une musique aimée par ses co-détenus, le rap. Une fois sorti, il reprend la scène en 2010. Overcome my situation. You can say I did it all and wanted to see me fall. I've been like behind the walls, but still I standing tall. I've done leave the vida loca, but now I rapping polka. 15 ans plus tard, Ian rembourse toujours les dettes qu'il doit à ses investisseurs floués. Son histoire rocambolesque a inspiré un film à succès, Le Roi de la Polka, dans lequel Jack Black interprète Ian, et bientôt une comédie musicale à New York. De quoi redonner le sourire aux héros de cette histoire. On danse plutôt la bourrée que la polka en Lozère. Avez-vous trouvé comment le Cosméjean, ce site incontournable du Massif central, est devenu le berceau mondial de la spéléologie? Eh bien, c'est grâce à un forgeron, une pierre et un puits. Ce forgeron s'appelle Louis Armand. En 1897, il jette par hasard une pierre dans un puits du Cosméjean et il entend une résonance qui l'interpelle. Il revient le lendemain avec 2 scientifiques, dont Édouard Alfred Martel, considéré aujourd'hui comme le père de la spéléologie. Avec une échelle de corde accrochée à une charrette à bœufs, il descend à plus de 75 mètres de profondeur. Et là, il découvre une salle aussi grande qu'un stade olympique, avec la plus grande concentration de stalagmites au monde. Depuis 1927, on peut visiter cette avenne et le Cosméjean reste toujours le terrain de jeu des scientifiques grâce à notre forgeron. Je vous dis bis bald.